nous proposons la négociation parce que c'est l'économie, il faut négocier. Si on ne négocie pas avec l'Amérique, nos produits les prix vont baisser davantage parce qu'on va s'orienter vers d'autres marchés et il y aura le problème du doping. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir le professeur Nga Kosso. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Avec vous, on parlera de votre bouquin que vous publiez aux éditions Baudelaire, Comment accéder au développement, pouvoir, démocratie, paradigme économique. Voilà. Professeur, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à rédiger cet ouvrage, dont le titre est une interrogation? Merci beaucoup de votre première question. En ma qualité de professeur spécialisé en politique économique, j'ai constaté que des milliers d'Africains meurent par noyade pour chercher à immigrer en Europe. Partant de ce constat, je me suis posé la question de savoir pourquoi ces Africains cherchent-ils à immigrer en Europe. Face à cette question, ma réponse a été la suivante. C'est à cause des conditions de vie misérables dans leur pays qu'ils espèrent trouver mieux en Europe, parce que l'Europe est développée et offre des conditions de vie meilleures que celles de leur pays d'origine. À la suite de ma réponse, j'ai émis l'hypothèse selon laquelle le meilleur moyen de lutter contre l'immigration sous toutes ses formes passe par le développement des pays africains. Ainsi donc, la question, comment accéder au développement pour faire face à l'immigration des ressortissants africains. Comme le processus de développement de tout pays relève de l'interaction entre les processus politiques et économiques, il se pose alors la question de l'articulation entre pouvoir, démocratie et paradigme économique. Ainsi, comment les pays africains doivent-ils articuler pouvoir, démocratie et paradigme économique pour accéder à leur développement. Donc c'est ça la cause de la rédaction de cet ouvrage. Voilà. Très bien. Mais comment vous pouvez expliquer que les politiques qui sont issues de ce paradigme conduisent au blocage du développement des pays africains aujourd'hui? Quelles sont les raisons que vous avez pu identifier? Parce qu'aujourd'hui, le paradigme, disons, les politiques économiques de croissance sont issues du paradigme de la destruction créatrice. D'accord. C'est-à-dire, c'est l'innovation qui est au cœur de la croissance. Okay. Donc, la politique fondée sur l'innovation. Ce sont ces politiques qui font que les pays occidentaux se développent. Or, nous avons constaté que chez nous, on rejette l'innovation. En rejetant l'innovation, on ne peut pas se développer. Pourquoi on rejette l'innovation? On rejette l'innovation à cause de la peur de la destruction créatrice et la peur de la destruction créatrice politique. C'est-à-dire, quand il y a l'innovation, alors l'innovation rend les premières compétences obsolètes. L'innovation rend les entreprises disons, rend les nouvelles entreprises plus performantes que les anciennes. Du coup, les anciennes vont s'éliminer au profit des nouvelles entreprises. Et de même, les cadres qui travaillent dans ces anciennes entreprises ne vont plus avoir de travail parce que leurs compétences sont devenues obsolètes. Ouais. Et du coup, il s'instaure une certaine peur. Donc dans ce jeu, il y a donc d'une part les gagnants et les perdants. Mais maintenant, les perdants s'opposent. Cette opposition des perdants à l'innovation, à ce changement, c'est ce que nous avons bien dénommé par la peur de la destruction créatrice.
Mais de même, sur le plan politique, les hommes politiques aussi s'opposent à l'innovation parce que l'innovation amène les nouvelles formes d'activité avec plusieurs revendications. Quand il y a les revendications, les responsables politiques pensent que ces revendications pourraient faire qu'ils puissent perdre leur pouvoir, raison pour laquelle ils vont donc s'opposer à l'innovation. Lorsqu'on s'oppose à l'innovation, il ne peut pas donc y avoir croissance durable dans une économie. Très bien. Et quelle solution préconisez-vous alors, à travers votre ouvrage, pour changer ce paradigme économique? Pour moi, dans mon ouvrage, j'ai écrit que si l'Afrique n'avance pas, c'est à cause du paradigme économique de la destruction destructrice. Donc nous, en Afrique, au lieu de formuler les politiques économiques qui sont issues du paradigme économique de la destruction créatrice, nos politiques sont issues du paradigme de la destruction destructrice à cause de la peur de la destruction créatrice et la peur de la destruction créatrice politique. Comment faire? Parce que le développement d'un pays passe par trois choses, comme je l'ai dit au départ. Ouais. Donc, ça passe par l'articulation entre pouvoir, démocratie et paradigme économique. Chez nous, en Afrique, l'articulation en vigueur dans la majorité des pays africains, c'est consolidation du pouvoir, consolidation du pouvoir, régime démocratique hybride. Je dis bien hybride, ce n'est pas libéral. C'est un mélange de démocratie et de dictature. Voilà, et de régime autoritaire. Ouais. Et le paradigme économique de la destruction destructrice qui rejette l'innovation. Donc voilà l'articulation qui est en vigueur dans nos pays. Maintenant, pour accéder au développement, il faut donc adopter la conciliation qui est en vigueur dans les pays développés, qui est donc l'alternance du pouvoir, démocratie libérale et paradigme économique de la destruction créatrice fondée sur la distance par rapport à la frontière technologique. Mais aussi, il y a aussi le modèle indien. On peut aussi tailler la démocratie à l'africaine comme la démocratie indienne. Mais cependant, il faudrait qu'il puisse avoir alternative et élaborer les politiques économiques qui doivent être issues du paradigme de la destruction créatrice. Parce que justement, la stabilité politique constitue le fondement pour pouvoir mettre en avant ce paradigme économique que vous appelez de vos voeux. Et comme fiscaliste, j'imagine que vous suivez un peu l'actualité internationale. Et il y a la question des droits des douanes imposés par la nouvelle administration américaine. Quel est votre point de vue sur tout ça? Quel est l'impact, selon vous, sur les économies africaines? Bon, les Africains, c'est le continent qui n'a pas assez de pouvoir de négociation. Parce que pour nous, c'est chercher à négocier avec les États-Unis. Parce que l'impact pour nos pays qui sont fragiles, l'impact ne sera pas négligeable. Parce que si nous ne pouvons plus exporter aux États-Unis parce que nos pays deviendront chers, du coup, on va s'orienter vers d'autres pays. Mais on s'oriente vers d'autres continents, mais l'offre pourra être supérieure à la demande. Et du coup, nos produits les prix vont baisser davantage. Et ça sera donc un manque de recettes dans nos budgets. Et ce manque de recettes ne fera que aggraver le déficit. Donc, il faut subir les taxes américaines ou il faut négocier? Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons la négociation parce que c'est l'économie, il faut négocier. Si on ne négocie pas avec l'Amérique, nos produits les prix vont baisser davantage parce qu'on va s'orienter vers d'autres marchés et il y aura le problème du doping. Bien, et depuis ces 20 dernières années, votre bibliographie est assez riche, ce n'est pas votre seul bouquin.
Est-ce qu'il faut s'attendre à un autre livre après celui-là aujourd'hui? Oui, oui, parce que je dors, je me réveille rien que pour le problème de mes compatriotes, les Africains, qui se noient pour venir en Europe. Mon problème, c'est toujours quel message que je dois véhiculer auprès des décideurs publics afin que le continent africain puisse se développer. Donc, je suis en train de repréciser certaines choses que je n'ai pas précisées dans cet ouvrage. Donc, d'ici la fin de l'année, il y aura donc un nouveau ouvrage que je vais donc intituler Pouvoir, démocratie et paradigme économique pour le développement en Afrique. Donc je serai très précis dans cet ouvrage qui sera dans le marché des livres d'ici la fin de l'année. Mais oui, à partir de 2026, je vais donc rédiger un ouvrage sur l'évasion fiscale internationale parce que... Vous êtes, je ne l'ai pas cité, vous travaillez aux impôts dans votre pays aussi. Oui, oui, j'ai fait 8 ans directeur général des impôts et des domaines. Bon, c'est quelque chose que je ne veux pas parler de ça parce que, bon... C'est oui, mais bon, ça vous dit que vous maîtrisez vraiment le sujet, quoi, pour ceux qui ne vous connaissent pas. J'ai servi mon pays, je suis reparti à ma maison mère, je suis enseignant, donc je fais mon rôle d'enseignant. Donc je vais écrire un ouvrage en 2026 qui portera sur l'évasion fiscale internationale. Le but, ça sera pour moi de montrer aux décideurs publics que le blanchiment d'argent devra aussi constituer une assiette fiscale à part entière parce que le blanchiment d'argent ne se fait pas ouvertement. Ce sont les transactions qui sont illégales. Du coup, lorsqu'on peut saisir ces pistes, lorsque les gens cherchent à blanchir cet argent, quand on l'a saisi, il faut donc imposer, parce que cette somme n'a pas été imposée. Si c'est le blanchiment est fait par une personne physique, cette somme sera donc imposée à l'impôt sur les personnes physiques. Si le blanchiment d'argent est fait par une société, alors cette somme sera imposée sur l'impôt sur les sociétés. Très bien, merci beaucoup professeur, merci d'avoir partagé avec nous cet ouvrage. Et en tout cas, on espère vous recevoir lorsque vous publierez le prochain qui ira un peu plus en profondeur que celui-là. Merci d'être passé chez Global Africa Télé Sud. Merci à Moustapha Kanté. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Télé Sud.